Tu n'as probablement jamais entendu son nom, pourtant cette femme a marqué l'histoire de Wall Street. Elle a su s'imposer face à 1365 hommes à une époque où, soyons honnêtes, le machisme domine la finance. Laissez-moi vous présenter Muriel Siebert, surnommée Mickey. À son arrivée à la bourse de New York, les seules femmes présentes n'étaient que des employées de bureau ou des messagères engagées pour pallier le manque de personnel. Elle est devenue plus que ça. Muriel Siebert est la première femme à avoir un siège dans le prestigieux New York Stock Exchange. Pour la petite explication, un siège permet à son titulaire d'effectuer des transactions sur cette bourse, soit en tant que courtier, soit en tant que négociateur. Mais revenons à notre protagoniste. Loin de venir d'une famille riche et instruite de Manhattan, Muriel vient de Cleveland, dans l'Ohio. En comparaison, c'est un peu comme si elle venait du fin fond de la Creuse ou du Cantal. En arrivant à New York, elle n'a alors que 500 $ en poche, une vieille voiture et aucun diplôme universitaire. Rien ne la destine à une telle ascension. Mickey, c'est son surnom, est obligée de mentir sur son CV pour décrocher son premier emploi. Et année après année, sa vie va prendre un tournant quasi historique. L'histoire de Muriel Siebert n'est pas seulement celle d'une réussite personnelle, c'est celle d'une révolutionnaire. Elle a pulvérisé le plafond de verre et a su s'imposer là où personne ne l'attendait. Retour en image sur la vie hors du commun de celle qui a ouvert les portes de la finance aux femmes et dont le nom est quasi inconnu du grand public. Some of the men thought a woman had no place on the floor of the New York Stock Exchange. And yet there were men who bent over backwards because they saw I was serious and I was doing the job and I wasn't there to play around. Wall Street lost a legend and a great friend over the weekend with the death of Muriel Siebert at the age of 80 on Saturday. She was a true legend. She was the first woman, as we know, to hold a seat on the New York Stock Exchange. C'est ce jour-là que beaucoup ont entendu son nom pour la première fois. C'était le 24 août 2013, à New York, que Muriel Siebert s'est éteinte, laissant derrière elle une fortune de 48 millions de dollars et une sacrée réputation. En 2016, la bourse de New York va jusqu'à lui rendre hommage en inaugurant le Siebert Hall. C'est la toute première fois qu'une salle est surnommée en l'honneur d'un individu. Et quelle femme! Une femme haute en couleur, qui aime les voitures de course et par-dessus tout, son chihuahua. Monster Girl, à qui elle a laissé 100 000 $ en héritage, soit dit en passant. Il y a d'ailleurs une anecdote assez cocasse qui a lieu lors d'une cérémonie du Bridging de Millennium, où l'on sonne la cloche du Nice. C'est le 21 décembre 1999. Tout le gratin new-yorkais est là. Mais le président du New York Stock Exchange est inquiet. Muriel Siebert, qu'on surnomme Mickey, veut absolument venir avec son chihuahua. Il la prévient avec humour, si le chien saute et met la pagaille, tout le monde va la détester. Mais Muriel reste ferme. La soirée arrive, elle se présente avec son petit chihuahua dans les bras, présente ses salutations et c'est le moment où la cérémonie commence. Muriel, sur le devant de la scène, tient fermement le collier de son chien dans les mains. Aucun applaudissement ni de cri de joie n'auront finalement effrayé l'animal tranquillement blotti dans ses bras. La cérémonie se passe heureusement pour elle, sans accroc. Cet amour pour les animaux remonte à bien des années. Elle est connue pour être l'une des rares dirigeantes à travailler quotidiennement avec son animal de compagnie. Et oui, Muriel Siebert a eu sa propre société. Muriel Siebert & Company avec Siebertnet, l'une des premières plateformes de courtage en ligne. Faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Internet en est à ses tout débuts, un peu comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais Mickey a de la vision. Pour elle, la révolution Internet, c'est l'équivalent de la révolution industrielle. La technologie est un atout majeur dont il faut se saisir avant d'être dépassé par la concurrence. Évidemment, elle a vu juste. Et la montée en flèche de la valeur de ses actions va même faire d'elle, l'espace de quelques instants, la première femme milliardaire autodidacte. Mais cela fait aussi d'elle une pionnière du trading en ligne et de la démocratisation de la finance. Car avec Siebertnet, Muriel Siebert rétablit l'équilibre entre les investisseurs individuels et les institutions. Tout le monde a accès aux informations de marché en temps réel. Ce sujet de l'éducation financière est quelque chose qui a profondément marqué ses engagements. Tout au long de sa carrière, elle s'est rendue compte d'une chose. La majorité des particuliers, et notamment les femmes, sont des prisonniers financiers par manque de connaissances. Et des connaissances, justement, elle en a à revendre. Suffit de se pencher sur la stratégie qu'elle a utilisée pour entrer en bourse, pour comprendre à qui on a affaire.
Nous sommes en 1996. Mickey est à la tête de la firme Siebert & Co. L'entreprise marche plutôt bien et génère environ 14 millions de dollars de bénéfices avant impôt. C'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais pour Wall Street, ce n'est pas grand-chose. Sa vision, c'est que l'industrie de la finance va se consolider. Si elle veut se faire sa place et racheter d'autres entreprises, elle doit pouvoir les payer avec ses propres actions plutôt qu'avec du cash. Muriel Siebert doit coter sa société en bourse. Jusque-là, tout va bien, mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Pour réussir à faire entrer en bourse sa société, elle décide de recourir à une fusion inversée. Plutôt que de passer par une introduction en bourse classique, que vous connaissez peut-être sous le nom d'IPO, elle a choisi de fusionner avec une shell company, en français, une coquille vide. En gros, il s'agit d'une société qui n'a plus d'activité opérationnelle, mais dont les actions sont toujours cotées en bourse. Elle identifie J. Michaels Furniture, une ancienne entreprise de meubles de Brooklyn qui est en liquidation. Aucune dette, aucun litige, c'est le candidat idéal. À l'issue de l'opération, Muriel Siebert se retrouve avec 97,5% de la nouvelle entité, baptisée Siebert Financial Corporation. Une manœuvre stratégique qui lui permet d'étendre son empire. Elle est alors au sommet de son art, à la tête de la seule plateforme de courtage appartenant à une femme qui possède une présence nationale et un siège au New York Stock Exchange. I don't know what I would have done different. I stayed with my firm, although I was offered positions in major firms because I realized I was the only woman that owned a stock exchange firm of any size. And I still am. And that disappoints me. Pourtant, c'est loin d'être la première fois que Muriel Siebert use de manœuvres stratégiques. En 1977, elle est nommée surintendante des banques de l'État de New York. Elle est la première femme à occuper ce poste, mais surtout, elle arrive dans un contexte particulièrement tendu. Son mandat, de 1977 à 1982, l'a amenée à superviser environ 500 milliards de dollars d'actifs, alors que le système bancaire est dans un sale état. En cause, les caisses d'épargne américaines sont criblées de dettes. En raison de taux d'intérêt élevés et de lois sur l'usure complètement obsolètes, environ un tiers des caisses d'épargne de New York sont au bord de l'insolvabilité. Alors, plutôt que d'attendre l'effondrement des institutions, elle agit rapidement. Elle force les banques fragiles à fusionner avec des institutions plus solides, organisant ses mariages pour préserver les actifs. En plus de ces fusions forcées, elle n'hésite pas à faire du lobbying intensif à Washington pour obtenir un soutien financier. Et elle y arrive. Elle réussit à convaincre les autorités fédérales de fournir des garanties de capital aux banques de New York pour les maintenir à flot. Résultat, alors que des banques s'effondrent, partout aux États-Unis, aucune banque de l'État de New York ne fait faillite durant son mandat. Elle assainit également des institutions en plein chaos, comme l'Union de Crédit Municipal. Elle n'hésite pas à renvoyer les dirigeants corrompus. Et ça marche. Elle réussit à restaurer sa viabilité financière en 18 mois. Pour s'imposer, Muriel Siebert transforme son titre officiel en arme psychologique. Elle rappelle avec humour que les initiales de son titre, Superintendent of Banking, signifient aussi Son of a Je ne ferai pas la traduction, amis anglophones, vous m'aurez compris. Un surnom comme badge de fermeté pour intimider ceux qui tentent de freiner ses réformes. Mais derrière ces succès et la reconnaissance qui va avec, il y a aussi de lourds sacrifices. Car pour accéder à ce poste tant convoité, elle a dû placer sa propre entreprise dans un blind trust, c'est-à-dire que tout contact avec son entreprise lui est strictement interdit pendant toute la durée de son mandat. Elle abandonne ses revenus de Wall Street pour un salaire annuel de 47 800 $, alors que les soins médicaux de sa mère mourante lui coûtent à eux seuls 250 000 $ par an. Un lourd tribut à payer pour une tâche qu'elle a acceptée par sens du devoir. Mais alors, comment devient-on la première femme surintendante des banques de New York? Quelles expériences faut-il avoir? Impossible d'être appelée à remplir cette fonction sans avoir fait ses preuves. Et c'est ce qu'elle a réalisé 2 ans plus tôt. Grâce à un jour bien particulier, un jour d'opportunité, le May Day. Wall Street. They're huge. They had all the money. That's where all the money was in the United States. Sitting around Wall Street. Magic moment, May 1 of 75. May Day. Congress passed laws to outlaw fixed commissions. In essence, really democratize the business, bring it open to anybody. If you got, $100, you're in.
En 1975, la Security Exchange Commission, la SEC, met fin aux commissions fixes à Wall Street. Les courtiers peuvent enfin fixer leurs propres tarifs. Le Mayday a brisé le monopole des grandes maisons et a ouvert la voie au courtage à bas coût. Si vous avez $100, vous pouvez désormais investir. Ces mots de Charles Schwab auraient pu être prononcés par Muriel Siebert. Elle a même fait une campagne de publicité, une page entière dans les journaux où on la voit en train de couper en deux un billet de $100. Une image pour symboliser que chez Siebert, les commissions étaient réduites de moitié par rapport aux tarifs pratiqués par les grandes firmes. Le succès est immédiat. Dans le mois qui a suivi, Muriel Siebert a reçu plus de 2000 demandes d'informations et a ouvert 400 comptes. À la tête de l'un des premiers courtiers, Discount, du pays, elle fait partie des pionniers d'un modèle qui permet au grand public d'investir à moindre coût. Ce sont les premiers pas de la démocratisation de la finance. Cette décision de la SEC d'abolir les commissions fixes est une véritable révolution pour l'époque. Mais ces entreprises qui profitent de l'opportunité du changement de réglementation ne sont pas vues d'un bon œil. Elles, comme Charles Schwab, sont perçues comme des traîtres. Regard assassin de ses anciens membres partenaires, traités de vautours par les grandes maisons de courtage, l'hostilité est palpable. La situation devient critique lorsque sa chambre de compensation de longue date, Bear Stearns, rompt brutalement son contrat. Pour eux, il n'est pas de bonne pratique commerciale de traiter des ordres à prix réduit. Muriel se retrouve alors dans une position extrêmement tendue. Sans partenaire pour liquider ses transactions, sa firme risque l'expulsion par la SEC sous 60 jours. Malgré les tentatives de censure et les pressions de la bourse de New York, elle tient bon et parvient à s'extirper de la situation in extremis. Elle avait tellement lutté pour se faire une place dans l'univers très fermé et très masculin de la bourse de New York, pas question de s'arrêter ici. Pour rappel, la bourse de New York dans les années 60, ce ne sont que des hommes. 1365 hommes précisément. Quelque chose de presque choquant aujourd'hui, mais totalement normal à l'époque. Le milieu de la finance est un monde où les hommes ont le monopole. Et ça va avec son lot de sexisme. Creating your own firm, did you always want to do that? No. No. The idea came from a client of mine. Et le client qui l'a poussé à avoir son propre siège, justement, c'est Gerald Tsai. I asked Jerry Tsai, the Chinese well-known money manager who was at Fidelity and then he started the Manhattan Fund. I said, Jerry, what firm can I go to where I'll be paid equally? And he said, don't be ridiculous, you won't. He said, buy a seat, work for yourself. And I said, don't you be ridiculous. And he said, I don't think there's a law against it. So I took the Constitution of the New York Stock Exchange home and I studied it. And I said, that's for me. C'est comme ça qu'elle se lance dans ce parcours du combattant. Pour obtenir un siège au New York Stock Exchange, il faut le payer, environ $300 000 à cette époque, et être parrainé par 2 membres de l'institution. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais une bataille de reconnaissance sociale. Elle entame alors une recherche de parrain qui se révèle humiliante. Les 9 premiers hommes à qui elle demande refusent. Mais sa détermination finit par payer lorsqu'elle trouve 2 braves soldats pour la soutenir. James O'Brien de Salomon Brothers et Kenneth Ward de Haydenstone. Une fois les parrains trouvés, le New York Stock Exchange pose une condition inédite. Alors que le siège coûte la somme record de $445 000, l'institution exige que Muriel obtienne une promesse de prêt bancaire de $300 000 avant même de considérer sa candidature. C'est le serpent qui se mord la queue. Les banques refusent de lui prêter l'argent tant qu'elle n'est pas membre de la bourse et la bourse refuse de l'accepter tant qu'elle n'a pas de prêt. All the banks were running out the door when I went in there to borrow money so I could buy the seat. The men did it automatically. I was told because the man that ran the trust department of Chase Bank, I said, I guess I'm not going to get the seat. I can't get the letter that the exchange needs. And in 10 minutes, I had a phone call, and David Rockefeller had to approve my loan personally. And I was borrowing $300,000 against $400,000 worth of securities, a regular loan. But I got the loan, I got the seat.
Cette signature est la porte d'entrée vers un nouveau monde. Elle devient la première femme à acheter un siège à la bourse de New York. Le 28 décembre 1967 devient une date historique, mais ce n'est pas parce qu'elle a brisé le monopole masculin que tout a changé pour autant. En témoigne cette anecdote avec les toilettes pour femmes. Now, let me tell you, there's something like that's called the ladies' room. I used to go upstairs to the 6th floor, and 2.5 years later, I went down to the floor. I crossed a block of stock, which means I took care of both the buy and the sell part. I said, Frank, I'll see you in a few minutes. He said, where are you going? I said, to the 6th floor. He said, you're not in any trouble, are you? And I said, no, I've got to go to the John. The 6th floor was the administration part of the exchange. So he said, you don't know where the ladies' room is? With that, he left the specialist post, took me by my hand, walked me across the floor of the New York Stock Exchange, and showed me where the ladies' room was. There was a ladies' room from the Korean War, but no one had told me about it. Dans cet univers, c'est le chacun pour soi qui prévaut. Mais il y a une chose qui la protège, ses connaissances dans les secteurs délaissés, jugés sans avenir, comme l'aéronautique. Nous l'avons vu, Muriel est une excellente stratège, mais également une redoutable analyste. Les chiffres lui parlent et lui racontent une histoire. Plutôt que de s'attaquer à des secteurs féminins, comme l'alimentation ou la mode généralement choisie par ses pairs, elle s'intéresse à toute autre chose, les industries sans avenir, et se plonge corps et âme dans ses dossiers. Elle interviewe les patrons des compagnies aériennes et de l'électronique pour en savoir plus sur comment ils gèrent leurs finances. Une audace qui lui permet de gagner le respect de figures mythiques comme le capitaine Eddie Rickenbacker, patron d'Eastern Airlines. Sa proximité avec le secteur et ses connaissances fraîchement acquises lui donnent un vrai avantage. Elle comprend que l'arrivée des avions à réaction va révolutionner l'économie mondiale. Elle devient une experte incontestée, capable de prédire les bénéfices de compagnies comme Boeing ou United Airlines avec précision. Mais avant de devenir experte sur des sujets aussi pointus, comme tout le monde, on commence en bas de l'échelle sans rien connaître. Avant de réussir à décrocher des interviews, il faut lire, éplucher les rapports, et Muriel Siebert ne fait pas exception. I came to New York with $500 and a used Studebaker from Cleveland, Ohio. I had a place to sleep, my sister's couch. I got a job as a trainee in research and started to do business with some institutions based on the research that I was doing. Je vous laisse imaginer New York dans les années 50. Une jeune femme, quelques centaines de dollars et une vieille voiture. Il n'y a ici rien qui aurait pu prédire son destin, si ce n'est son amour des mathématiques. Fille d'un dentiste et étudiante modèle à Western Reserve University, elle se distingue déjà par son don pour les maths. Elle survole les examens. Tout bascule lors de sa 3e année d'université, lorsque son père est frappé par le cancer. Muriel doit abandonner ses études pour s'occuper de lui. Sans diplôme et avec un héritage quasi nul, dévoré par les frais médicaux, Muriel comprend que l'indépendance financière est sa seule porte de sortie. Le véritable déclic a lieu l'été 1953 lors d'un voyage touristique à New York. En observant depuis la galerie des visiteurs le parquet du New York Stock Exchange, elle voit devant elle une mer d'hommes en costume sombre qui s'agitent de tous les côtés. Elle trouve ça excitant et se promet de venir travailler ici un jour. Elle ignorait qu'elle mettrait 14 ans pour y arriver. Et c'est finalement en décembre 1954 que Mickey s'installe dans la ville qui ne dort jamais. Elle vit chez sa sœur aînée, dormant sur le canapé, c'est de là qu'elle vient, c'est ici que tout a commencé. Je vous lis cette anecdote issue de son livre et qui résume parfaitement son état d'esprit. La Studebaker d'occasion que j'avais conduite jusqu'à New York en 1954 avait depuis longtemps été envoyée à la casse. Mais elle continuait à m'inspirer. À mesure que la voiture vieillissait, la portière côté conducteur avait tendance à coincer. Et quand lui parler ne suffisait pas, je devais simplement recourir à lui donner un coup de pied. Cela est devenu une métaphore de la vie. Lorsque vous vous heurtez à une porte fermée qui ne bouge pas, reculez et donnez-lui un coup de pied pour l'ouvrir. Mais maintenez-la ouverte pour que les autres puissent vous suivre. Je ne pourrais mieux vous résumer sa vie
et l'immense dame qu'était Muriel Siebert.